Bonjour à toutes et à tous. Le Conseil constitutionnel dira le 5 août s'il valide ou non le projet de loi sur l'extension du pass sanitaire. Et s'il dit oui, vous le savez, la présentation d'un certificat de vaccination ou d'un test négatif sera obligatoire pour effectuer la quasi-totalité des activités du quotidien, malgré les modifications apportées par les parlementaires. Les salariés pourront bien être licenciés s'ils refusent ce pass sanitaire. Clarification ce matin de la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Nous nous demanderons tout à l'heure si c'est la bonne solution, en tout cas ce qu'en pense la secrétaire confédérale de la CGT, Céline Verzelati. Mais d'abord, notre premier invité, il est philosophe, essayiste, romancier et président du laboratoire d'idées Génération Libre qu'il a lancé en 2013. Son dernier ouvrage, L'Enfer, est publié aux éditions L'Observatoire. Bonjour Gaspard Koenig. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Je vais peut-être commencer d'abord par vous demander tout simplement où vous vous trouvez en ce moment, car vous vous êtes lancé dans une démarche qui résonne d'ailleurs beaucoup avec l'actualité liée au pass sanitaire, puisque vous effectuez un tour de France de la simplification, c'est comme ça que vous l'appelez concrètement. Vous allez à la rencontre des gens pour qu'ils vous parlent de la complexité des règles et des normes qui influencent leur vie, c'est bien ça ? Tout à fait, on n'en a pas fini puisque le pass sanitaire va être un exercice de bureaucratisation comme on en a peu connu, donc ça va être l'occasion de mettre tout ça à nu. Et là, je reviens de la Creuse après avoir été en Bretagne, dans le Loiret et en Mayenne. Et la semaine prochaine, je serai dans le Cher et je continue comme ça tout l'été à aller dans les territoires et à discuter avec d'abord tout le monde dans des réunions publiques ou bien des associations, des élus, des entreprises, des fédérations, des artisans. Et je récolte des histoires que je poste ensuite sur le site vieplussimple.fr. Donc c'est un exercice vraiment de recueil et il y a de quoi se taper la tête contre les murs. Enfin, les gens vivent sous la camisole de force, la cage d'acier, disait Max Weber, de l'administration, finissent par en connaître tous les sigles, alors qu'au fond, ça ne serait pas aux citoyens de connaître les sigles. Ça, ils n'auraient pas à connaître du capot, de ce qu'il y a sous le capot de l'administration. Et bien évidemment, la politique sanitaire est une illustration parfaite de la manière dont on produit de la norme en France, c'est-à-dire de manière centralisée, n'importe comment, en rentrant dans le moindre détail de la vie des gens et sans faire aucune confiance à l'individu. Et on imagine que les gens que vous rencontrez, ils vous parlent beaucoup de ce pass sanitaire. Et ce que vous dites très clairement, vous, sur ce dispositif, c'est qu'il fait peser un risque très important sur les libertés des Français. Oui, d'ailleurs, les Français réagissent et c'est heureux. On voit des manifestations. Oui, de plus en plus de manifestations, pour une fin juillet, c'est quand même assez exceptionnel, soutenu visiblement par au moins un bon tiers des Français. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que généralement en France, on manifeste pour avoir plus de fric ou plus de droits. Et là, les gens manifestent avec des pancartes liberté. Alors bien sûr, il y a tous les excès qu'on connaît, mais je pense que fondamentalement, ils ont raison. Pour être très clair, moi, je suis tout à fait favorable à la vaccination. Je suis vacciné moi-même. Je considère que, premièrement, quand le vaccin est disponible, efficace, gratuit et universel, comme c'est le cas aujourd'hui, et c'était le rôle de l'État, et bravo, et bien ensuite, c'est à chacun de prendre ses responsabilités. Si on veut être protégé du virus, on peut l'être. Et donc, il faut s'interroger sur la finalité qui est poursuivie par le gouvernement. Pourquoi veut-on à tout prix couper les chaînes de transmission, puisque les gens peuvent se protéger. Et encore une fois, le vaccin est efficace contre les formes graves. Donc ça, c'est le point fondamental. Je pense que la vaccination universelle, la possibilité de la vaccination universelle doit changer complètement la politique sanitaire, puisque là, ça devient une question de responsabilité individuelle dans la limite de saturation du service hospitalier, bien sûr. Et que deuxièmement, ce pass sanitaire est présenté comme une sorte de sésame, de bouclier. En fait, c'est plutôt une amulette ou un talisman. Comme vous le savez, on peut parfaitement, et comme ça a été mon cas, on peut être vacciné et contaminé et contagieux. On ne développe pas de forme grave. Moi, j'ai eu de la fièvre pendant 4 jours et voilà, c'est passé. Mais on ne parle jamais de ce chiffre. Le rapport, la diminution de la contagiosité, de la transmissibilité par le vaccin. Or, ce chiffre, les premières études commencent à sortir, qui devrait être quand même central dans cette politique. Oui. Il se situe entre 40 et 80% en fonction des contextes et des vaccins. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce pass représente une diminution marginale des risques, mais pas du tout une protection absolue contre la contamination. Et que donc, à partir du moment où c'est simplement une réduction marginale des risques, il faut le mettre en regard du dommage causé. Et le dommage causé, c'est la réduction très très importante de nos libertés.
Et pour moi, cette équation, elle est simplement disproportionnée. Et je ne comprends pas que cette position contre le pass sanitaire soit assimilée par le gouvernement comme une position totalement irrationnelle, absurde, complotiste. Je pense que c'est le gouvernement qui a perdu la raison, qui a perdu la mesure de la proportionnalité, qui a perdu le sens des libertés. Montrer un code QR pour chaque acte de la vie quotidienne, d'ailleurs la France est absolument le seul pays du monde démocratique à l'exiger, et se glisse dangereusement vers la pente asiatique, c'est pas seulement, c'est pas rien, c'est pas juste un petit désagrément, c'est pas juste sortir le téléphone portable de sa poche, c'est transformer l'espace public de libre circulation et d'anonymat en une série de sas qu'il faut traverser un à un en prouvant non seulement son état de santé, mais aussi son identité, puisque ce pass, il va bien falloir le contrôler. Et ça change complètement la manière dont on vit ensemble en société. En fait, c'est extrêmement grave. C'est ce qu'on imaginait dans les pires des dystopies. Vous citiez mon dernier livre, L'Enfer, qui imagine à peu près ça, que j'ai écrit avant l'apparition du virus, mais je ne pensais pas que ça irait si vite. Parce que c'est la porte ouverte ensuite à tout. On pourra imaginer intégrer les informations, on ne sait rien, fiscales, les informations pénales concernant un individu, pour lui interdire ou lui permettre l'accès à tel ou tel lieu, le mettre dans tel ou tel parcours dans les supermarchés, dans les entreprises, dans la rue. C'est vraiment un changement culturel énorme et anthropologique gigantesque. Et il faut mesurer ce dommage par rapport, encore une fois, à l'efficacité assez limitée et contestable sur le fond, comme je l'ai expliqué au début, de cette mesure. Et c'est bien que les gens se rebellent. Et en plus, qu'est-ce que ça va créer ? Ça va créer, on le voit déjà apparaître, une bureaucratisation hallucinante. On va vous dire que dans les supermarchés, vous avez le droit d'aller chercher des bananes sans passe sanitaire, mais pour acheter un slip, il faudra un passe sanitaire parce que ce n'est pas considéré comme un objet essentiel. Il y aura des jauges, il y aura des fraudes, il y aura des compromis, il y aura des cas particuliers. En fait, ce qu'il y aura, c'est ce qu'on voit maintenant très souvent avec la production normative, c'est-à-dire une loi inapplicable et donc inappliquée, qui va créer des zones de non-droit absolu, des zones clandestines. Et c'est ce qu'on peut faire de plus nocif pour l'état de droit. Ça fait perdre tout son sens à la loi. La loi, soit c'est la loi, elle s'applique, soit on n'en fait pas. Mais on ne fait pas un espèce de nudge pour inciter les gens dans un truc qui de toute façon ne sera pas appliqué, qui va créer des situations d'injustice très fortes. Et on parlait du licenciement des salariés, enfin c'est extrêmement grave. Oui. C'est extrêmement grave. Alors, vous mettez en avant s'agissant de la vaccination, mais à l'inverse, les autorités, elles, parlent d'une logique de solidarité. Autrement dit, ça permettrait qu'on se protège tous de ce virus et de enfin sortir de cette crise et de retrouver quelque part les libertés qu'on a perdues avec la crise sanitaire. Ça, c'est un argument que vous réfutez totalement ? Et encore une fois, je pense que c'était un argument fondé quand il n'y avait pas de vaccin. Et bien sûr qu'il fallait protéger les gens et bien sûr faire acte de solidarité. Et je pense que d'ailleurs, toute la jeunesse, qui est quand même très peu à risque, a fait acte de solidarité en sacrifiant une bonne année d'études et de vie sociale pour protéger les plus fragiles. Très bien. Mais aujourd'hui, je reviens sur le premier argument, la disponibilité universelle du vaccin. Quand vous voulez aller vous faire vacciner, vous pouvez, et le vaccin est efficace contre les formes graves, jusqu'à 100% pour certains des vaccins, selon les études. Donc vous me parlez de protection, mais tous ceux qui veulent se protéger peuvent le faire. Il suffit d'aller se faire vacciner. Donc, au fond, quand vous prenez le risque d'attraper et de transmettre le virus parce que vous n'êtes pas vacciné, vous faites prendre ce risque seulement à des gens qui l'ont accepté aussi, puisqu'eux-mêmes ne se sont pas fait vacciner. Vous voyez ce que je veux dire ? Et les autres, ils auront simplement des formes légères, comme ça a été mon cas encore une fois. Et donc vraiment, il faut se demander quelle est la finalité de la politique sanitaire. Et regardez ce que font les Anglais avec exactement les mêmes données épidémiologiques, c'est-à-dire une vaccination qui avance, enfin, ils ont quelques mois d'avance, et un variant Delta qui flambe. Mais ils font exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'ils disent, maintenant qu'on a le vaccin, on enlève toutes les restrictions. Le nombre de cas a explosé, le nombre d'hospitalisations est resté relativement stable, et maintenant les cas commencent à décroître. Et on espère que l'Angleterre pourrait ouvrir la voie d'une forme d'immunité collective.
Donc, on verra. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas des fous. Et je pense que précisément les discours qui ont été tenus là-bas étaient des discours fondés sur la responsabilité à partir du moment où le vaccin protège. Et que c'est un débat qu'on doit avoir et qui ne doit pas être condamné ou assimilé aux franges les plus marginales du débat politique, qu'il faut avoir une voix, qu'il faut entendre, une voix raisonnable et rationnelle qui reste en faveur des libertés, qui n'abandonne pas tout d'un coup dans la panique sans réfléchir nos droits les plus fondamentaux pour quelque chose qui me semble à la fois illégitime et peu efficace. Est-ce que vous nous dites aussi au fond que c'est la première question qu'on aurait dû se poser, c'est de dire qui souhaite-t-on quelque part protéger avec ce pass sanitaire ? Oui, tout à fait. Et encore une fois, ça revient à la question que je pose qui est centrale, c'est veut-on protéger l'individu contre lui-même en le forçant, entre guillemets, à se faire vacciner, ou veut-on protéger les autres ? Et en l'occurrence, les autres, ceux qui veulent être protégés en ont la possibilité, puisque chacun peut aller se faire vacciner. J'ajoute que c'est intéressant, au-delà du débat, de voir un peu la réaction instinctive des gens. Oui. Est-ce qu'instinctivement, ça vous paraît grave de devoir montrer un pass constamment dans l'espace public, dans votre vie de tous les jours ? Il y a des gens pour qui c'est pas grave, il y a des gens pour qui c'est grave, de manière un peu instinctive comme ça, au-delà du débat. Et c'est assez intéressant parce que ça crée des fractures au sein de chaque camp politique, au sein de ma propre famille libérale. Il y en a beaucoup qui considèrent qu'au nom de l'économie, au nom de l'efficacité, et au nom au fond de l'utilitarisme, c'est pas grave. Et puis il y en a qui considèrent qu'ils sont plus libertaires, qui sont plus individualistes, qui considèrent que non, c'est une atteinte fondamentale à nos libertés. Et vous voyez la même scission apparaître à gauche. Oui. Et je trouve qu'il est intéressant que, du coup, les camps politiques se reforment autour de cette question de la liberté qui va être fondamentale dans le monde à venir. Parce que là, on parle du pass sanitaire, mais aux élections régionales, vous aviez 2 candidats qui ont d'ailleurs tous les 2 été élus de droite qui proposent la reconnaissance faciale dans les transports en commun. Ça va être le même débat. Maintenant que la technologie le permet, jusqu'à quel point, au nom de la sécurité absolue, va-t-on accepter d'être surveillé, fiché, tracé en permanence ? Et là, je pense que nos sociétés démocratiques, notre déclaration des droits de l'homme a quelque chose à dire et que nous ne devons pas être fascinés, happés par le modèle asiatique qui semble être le modèle que le gouvernement a en tête. Quand vous parlez au ministre aujourd'hui, il vous parle de la Corée du Sud, il vous parle de Singapour. Et ils ont un peu oublié notre héritage et notre déclaration des droits. Gaspard Koenig, est-ce que, selon vous, le dialogue est possible entre ceux qui, comme vous, considèrent que ce pass sanitaire est une entrave supplémentaire à notre liberté de circulation notamment ? Vous pointez aussi du doigt un risque majeur sur le respect de la confidentialité de nos données personnelles. Et en face, on a aussi ceux qui considèrent que le dispositif, on l'a évoqué, est au fond un sésame pour retrouver nos libertés perdues avec la crise sanitaire. Et on a le sentiment donc que finalement, il n'y a aucun dialogue possible entre ces 2 blocs. Comment vous l'expliquez ça ? C'est un sujet, on le voit aussi, de vives tensions, y compris entre proches, au sein même des familles. Est-ce que vraiment il n'y a aucun dialogue possible entre finalement ce clivage qui se dessine ? Alors c'est vrai que je le constate à titre personnel. Quand vous allez dîner avec des amis, c'est un sujet qui immédiatement crée des camps qui semblent assez irréconciliables. Le problème, c'est que finalement, c'est les extrêmes qui s'en sont emparés. C'est vrai que c'est assez désagréable d'être dans le même camp que Florian Philippot et Nicolas Dupont-Aignan et Jean-Luc Mélenchon, dans ce cas de figure. Et que les extrêmes ont une position tout à fait déraisonnable, puisque la plupart sont aussi anti-vax, vaguement complotistes. Et donc, ce que j'espère, c'est d'arriver à tenir une ligne de crête de débat rationnel sur ce sujet. Il me semble que mes arguments sont bien sûr réfutables, comme tout argument, mais enfin, ils sont fondés sur une approche très, très raisonnable, et je dirais presque de bon sens, enfin très normale, du rapport entre risque et de la proportionnalité nécessaire entre risque et liberté. Et donc, j'espère que ce dialogue sensé pourra se rétablir. Mais vous savez, dans toutes les périodes de crise où les gens ont tout d'un coup des intérêts vitaux en jeu, puisqu'il s'agit de leur propre santé, les opinions se forment de manière très vive et irréconciliable. Je pense que ce n'est pas dû à notre époque, que c'est assez universel. Quand vous regardez le XVIe siècle, c'était les mêmes phénomènes sur des sujets différents. Mais
je pense que c'est encore une fois un moment historique important parce que ça va déterminer un peu ce qu'on accepte dans les décennies à venir en termes d'utilisation de la technologie et de rapport entre l'État et les citoyens. Eh bien, je vous remercie infiniment, Gaspard Koenig, d'avoir été notre invité aujourd'hui sur Sud Radio.